Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre événement organisé dans le cadre de la Journée européenne des droits en santé, donc co-organisé même par France Assos Santé Martinique, d'une part, présidée par Jeanne Defoy. Bonjour Jeanne. Et coordonnée par Suzy Ridarche. Bonjour à Coucou tous, bonjour Suzy. Johanna. Voilà, donc pour l'événement d'aujourd'hui, Suzy va surtout recueillir vos questions. Donc, n'hésitez pas franchement à poser tout au long du webinaire vos questions dans le chat que vous avez juste à côté. Voilà, je disais co-organisé en effet par France Asso Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy également, donc présidé par François Lemestre. Bonjour François. Le micro est coupé, mais c'est pas grave. Et coordonné par moi-même, Johanna Thomas. Donc nous accueillons également aujourd'hui Anne Souléliac, qui est juriste et écoutant sur notre ligne Santé Info Droit. Bonjour Anne. Bonjour. Et puis, nous accueillons aussi aujourd'hui Myriam Elso, qui est notre formatrice France Assos Santé Guadeloupe, et puis qui est aussi une représentante des usagers expérimentés. Bonjour Myriam. Bonjour à tous et merci pour le expérimenter. Ils vont pouvoir le constater tout à l'heure. Donc, comme je disais, ce sont des événements que nous organisons dans le cadre de la Journée européenne des droits en santé. Donc, Jeanne Defoy, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur cette journée? Rapidement. Le micro est coupé. Il faut activer le micro. Alors, le micro est coupé. Le temps que ça se mette en place. Oui, c'est les aléas du direct. Et il y a la diapo aussi, Suzy. Oui, je fais ça tout de suite. Madame Defoy, ton micro, faut l'activer, s'il te plaît. Elle n'y arrive pas. En bas à droite, Jeanne, tu as vu? Non? Excusez-nous, le temps qu'elle active son micro, mais ça va arriver, patientez un peu, s'il vous plaît. Normalement, là, vous voyez notre diaporama, si je ne me trompe pas. Est-ce que dans le chat, on peut me dire si on voit bien le diaporama? Ah, on t'entend même 2 fois, très bien. Voilà. Oui, non, mais j'appuyais sur le micro et ça ne s'ouvrait pas. Donc, je disais c'est bon, on t'entend. Bon, la journée européenne de vos droits en santé était anciennement appelée Journée européenne des droits des patients. Mais elle est née à l'initiative de mouvements de citoyens européens. C'est une association donc de citoyens européens. Pourquoi une association de citoyens? Parce qu'en fait, la voix des usagers est toujours portée par les usagers eux-mêmes à partir d'événements ou de catastrophes comme le sang contaminé. Et en fait, les gouvernants sans dire qu'ils ne se préoccupent pas des problématiques, mais on est mieux servi que par soi-même. Par conséquent, cette journée européenne de vos droits en santé est née à l'initiative de mouvements de citoyens. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le constat a été fait que les droits des citoyens, les droits en santé des citoyens n'étaient pas respectés. Et c'est pour cela qu'en 2002, l'association des citoyens, qui est à l'initiative de cette journée, a rédigé la Charte européenne des droits des patients, avec 14 droits à la santé qui sont proclamés. Et en 2002, cette charte a servi de fondement
à notre loi Kouchner de 2002 qui a mis en place la démocratie en santé et qui s'appelle d'ailleurs la loi relative aux droits des malades. Donc, cette journée européenne a pour objectif de porter à la connaissance de l'ensemble des citoyens de la zone Europe, de porter à la connaissance de l'ensemble de ces citoyens leurs droits, parce qu'on constate que 70% des citoyens ne connaissent pas leurs droits, voire et 82% en 2010 n'avaient jamais entendu parler de représentants des usagers. Donc, on parle bien de journée, mais nous, au niveau de la zone des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, nous avons privilégié un mois pour pouvoir mettre en place des actions pendant un mois pour présenter des droits aux usagers. Et vous verrez que cette année, nous avons choisi un sujet éminemment important qui sera défloré tout à l'heure. Donc, Journée européenne de vos droits en santé, avec comme objectif de porter à la connaissance des droits fondamentaux qui sont décrétés dans des chartes et dans la première charte européenne, 14 droits fondamentaux qui sont repris dans les documents de notre territoire français. Voilà. Merci Jeanne. Donc, François Lemestre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les actions qui vont être menées pour 2021 dans le cadre de cette journée au niveau des Antilles? Là, pour ces actions-là, effectivement, je vais être bref, à savoir qu'aujourd'hui, nous allons parler des droits des usagers. Donc, c'est une réunion qui est prévue en webinaire de 10h30 à midi. Demain, nous allons parler, toujours pareil, de 10h30 à 12h, nous allons parler des droits des aidants familiaux, d'accord? Et jeudi, nous allons parler des actions qui existent en faveur des aidants familiaux, ici en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. Très bien, ben ça s'annonce très riche, ce programme. Donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de notre premier webinaire sur les droits des usagers du système de santé. Il y aura 3 temps forts autour de cette thématique. Donc, le premier temps fort va s'orienter autour de la démocratie sanitaire. Puis, nous allons parler concrètement de quels sont nos droits en santé, ce que nous dit la loi, et puis nous terminerons par une présentation des représentants des usagers comme justement des facilitateurs de cet accès aux droits. Donc, sans transition, on ne peut pas parler de droits si on n'évoque pas la démocratie sanitaire. Donc, François Lemestre, c'est quoi la démocratie sanitaire? Le micro? Ok, vraiment désolé. Merci Johanna de me donner la parole. Donc effectivement, on va déjà dire une chose qui est quand même primordiale aujourd'hui, c'est que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins, quels que soient ses revenus. Ce sont les principes d'égal accès aux soins et de libre accès aux soins garantis aux usagers par le système de protection sociale mis en place en 1945 avec la création de la sécurité sociale. Alors, la notion de démocratie sanitaire, c'est une notion qui émerge lors des États généraux du cancer et de la santé de 98 à 99. Et justement, comme disait Jeanne tout à l'heure, les citoyens, à un moment donné, ont vraiment exprimé leur envie de participer au système de santé, d'être acteurs actifs de leur santé et de pouvoir prendre des décisions. Alors, la démocratie sanitaire, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. Alors, dans un esprit, bien sûr, de dialogue et de concertation. Donc, pour pouvoir faire vivre cette démocratie sanitaire, sanitaire, il faut faire intervenir à plusieurs niveaux. Développer la concertation et le débat public et promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers. On va essayer de prendre quelques dates très importantes qui ont amené justement à cette évolution. Le 20 mai 1936, l'arrêt Mercier fonde la responsabilité du médecin sur une base contractuelle dont la transgression
peut constituer une faute. Le 28 janvier 1942, la loi Tessier reconnaît pour la première fois le droit du malade. La Cour affirme le principe du respect du consentement préalable du malade à des examens et à la mise en place d'une thérapeutique. Le 31 décembre 1970, cette loi affirme le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de soins. Le 31 juillet 1991, cette loi donne le droit à tout citoyen de réclamer et d'accéder à son dossier médical. Le 6 mai 1995, une charte du patient est adoptée. Elle précise que le patient hospitalisé n'est pas seulement un malade, il est avant tout une personne avec des droits et des devoirs. Le 24 avril 1996, la qualité de la prise en charge des patients devient un objectif essentiel des établissements de santé. Une commission de conciliation est instaurée. Un livret d'accueil contenant notamment la charte du patient hospitalisé doit être mis à tout malade rentrant dans un établissement de santé. Et le 27 juillet 1999, la création de la couverture maladie universelle pour justement permettre à tous citoyens qui sont démunis d'avoir accès aux soins. En 2000, suite à tout ça, et comme je vous disais aux États généraux, en 2002, la loi Kouchner. La loi Kouchner rappelle tous ces droits que nous avions avant, d'accord? Elle inscrit dans des textes, et cette loi Kouchner va entraîner en 2016 la loi de modernisation du système de santé et la création de l'UNAS, donc notamment l'UNAS qui est l'Union nationale des associations agréées dans le système de santé, et on retrouve sous l'UNAS, dans chaque région, l'URAS, en sachant que le N est remplacé par un R, et R voulant dire régional. Voilà, je crois que j'ai présenté la démocratie sanitaire, Joanna. D'accord. Et du coup, quels sont les enjeux sur nos territoires de cette démocratie sanitaire? En Guadeloupe déjà pour commencer, et puis Madame Defoy par la suite va nous expliciter les enjeux en Martinique. Alors, Joanna, c'est une excellente question, et je ne vais pas reprendre parce que j'ai vu ce que Jeanne Defoy de la Martinique va présenter, et on est tout à fait d'accord, nous en Guadeloupe, de reprendre les mêmes thématiques que la présidente Jeanne Defoy de la Martinique va présenter. Par contre, nous, en Guadeloupe, nous avons une particularité, c'est que nous sommes un archipel. Contrairement aux autres, nous sommes un archipel, c'est-à-dire que la Guadeloupe, attachée à la Guadeloupe, nous avons des îles, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, et au nord, nous avons, même si ce sont plus des départements, ils font plus partie, à proprement parler, du département Guadeloupe, mais ils sont attachés aux ARS Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui fait que justement l'accès aux soins, on peut se rendre compte sur le terrain, n'est pas toujours très égal par rapport à cet archipel. Après, il faut reconnaître aussi une chose, c'est que nous avons en Guadeloupe, mais je suppose que c'est pareil en Martinique, nous sommes un peuple d'oralité. Nous avons beau mettre en place des questionnaires de satisfaction, les gens en Guadeloupe, je crois que si mes souvenirs sont bons, les derniers chiffres sont de 17% de participation. Ça veut dire que ici, nous, en Guadeloupe, les gens ont plus tendance à aller et poser des questions en oralité, porter plainte en oralité, d'accord, mais pas obligatoirement l'écrire. Et la plupart, en règle générale, très souvent d'ailleurs, si le professionnel de santé qui est en face écoute, très souvent les problématiques se règlent, mais parce que c'est un discours qui se fait obligatoirement en oralité. Et le dernier souci que je vais constater moi aussi sur le terrain en Guadeloupe, c'est que très souvent, en plus la population de Guadeloupe est une population vieillissante, puisque nous allons devenir la deuxième région de France la plus âgée, c'est souvent des personnes qui parlent en créole. Et ils n'ont pas toujours des professionnels de santé qui sont dans la compréhension du langage créole. Et pour que la personne puisse comprendre ce que le professionnel de santé lui dit, c'est pas toujours facile parce qu'il faudrait peut-être communiquer avec lui en créole. Donc, ce sont les trois, personnellement, sujets que j'ai trouvés ici en Guadeloupe dans l'accès, dans la compréhension entre le professionnel de santé et l'usager. Et je vais laisser la parole à Jeanne puisque je reprends ce que Jeanne va dire tout à l'heure.
je suis tout à fait d'accord avec elle parce qu'on peut le reporter aussi sur la Guadeloupe. Oui, merci beaucoup, François. Et effectivement, les enjeux de la Guadeloupe sont quasiment les mêmes que ceux de la Martinique, même si nous ne sommes pas un archipel. Parce que nous, nous avons aussi les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les mêmes enjeux. Et moi, je vais rajouter ceux qui sont aussi certainement perceptibles en Guadeloupe, c'est vraiment la connaissance des contours même de la démocratie en santé et de la promotion de la santé. Les uns et les autres n'appréhendent pas du tout et comment la démocratie peut s'exprimer efficacement dans le domaine de la santé. Et puis, la promotion de la santé, là aussi, quand on parle de santé, on voit uniquement soins, on voit uniquement absence de maladie, mais on ne voit pas tous les contours même de la promotion de santé, tous les déterminants qui entrent dans la notion de santé. Donc là aussi, c'est spécifique parce que, la santé, c'est la maladie, ce sont les soins, c'est le médecin et c'est tout. Alors, un autre enjeu qui est également spécifique, c'est le désert médical. Et on l'a particulièrement constaté pendant la gestion de la crise. Et nous avons aussi préconisé un certain nombre de choses avec le directeur de l'ARS, et parce que nous nous sommes rendus compte que même au niveau même de l'ARS, qui doit promouvoir la santé dans tous ses déterminants, eh bien, il y avait cette carence. Il y avait cette carence de la connaissance, de la bonne appréhension de tous ces contours-là. Et dans la gestion de la crise, nous nous en sommes rendus compte. Et puis, nous avons aussi vu dans la partie des enjeux qu'il y a quand même une rupture, voire un renoncement aux soins dans le parcours de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains ont peur des événements actuels de la crise sanitaire, mais il y a aussi la configuration de notre démographie. Nous avons beaucoup de personnes âgées et nous avons beaucoup de bénéficiaires des minima sociaux, notamment de bénéficiaires du RSA. Et par conséquent, beaucoup renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en assurer le financement, et surtout parce que quelquefois, la sécurité sociale et les mutuelles ne remboursent pas et ne permettent pas d'avoir recours aux soins dont on a besoin. Et donc, il y a une rupture dans le parcours de santé à ce niveau-là, mais il y a aussi une rupture dans le parcours de santé à cause de nos équipements. Parce que, compte tenu de la démographie, nous n'avons pas les équipements, les plateaux techniques de très haut niveau, et nous n'avons pas non plus les grands pontes de la médecine qui devraient permettre de prendre en charge de manière très optimale la santé de certains usagers. Et je suppose que de toute manière, c'est également le même enjeu pour la Guadeloupe, puisque nous sommes à 7 à 8 000 kilomètres de la France hexagonale, et avec des plateaux techniques qui sont disséminés dans toute la France. Et c'est beaucoup plus facile de prendre le train d'y aller que pour nous de prendre l'avion avec tous les autres problèmes qui se greffent, notamment l'hébergement, etc. Et puis, nous avons également dans la rupture du parcours de santé, le fait que nous n'avons pas non plus tous les spécialistes, toutes les spécialités. Et nous tentons, entre la Guadeloupe et la Martinique, de mettre en place des plateaux, de mettre en place des spécialités pour que cette rupture ne soit pas trop dommageable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est également l'exercice même de la démocratie en santé. Difficulté que nous avons constaté, c'est qu'il y a un manque de réflexe même d'implication des usagers dans les politiques par les acteurs de gouvernance. Par exemple, très souvent à l'ARS, je suis obligée de dire: avez-vous pensé dans la composition des copiles
des comités de pilotage, d'intégrer les représentants des usagers? Avez-vous, et chaque fois, nous sommes obligés d'être très attentifs à ce réflexe d'implication des usagers dans les différents dispositifs, dans les différents groupes de travail, mettant en place, réfléchissant sur les politiques par tous les acteurs de gouvernance. Et puis, il y a même également, ce que nous avons constaté, c'est que très souvent, il n'y a pas d'appropriation même des différents dispositifs. C'est nous qui disons, mais oui, mais il y a telle chose, telle loi, telle obligation en matière de démocratie en santé, et pour que cette démocratie soit vraiment effective. Ensuite, nous avons également une petite minute, Madame Defoy. Une petite minute, voilà. Oui. Que nous avons dans le dernier enjeu, c'est la mobilisation et l'implication des acteurs et des bénévoles associatifs. Et nous avons compris que là, c'est en baisse parce que beaucoup pensent que la santé, c'est le problème de l'État, même au niveau de nos élus locaux. La santé, ça relève de l'État, c'est la compétence de l'État. Par conséquent, on n'a pas à se mobiliser. Et les bénévoles également, ça n'est pas très porteur. Et nous avons à ramer, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir mobiliser et impliquer les acteurs et les bénévoles associatifs. Voilà. Merci, Madame Defoy. Ben, il est très clair qu'en effet, nous partageons les mêmes enjeux sur le territoire. Donc, c'est pas pour rien que nous sommes des îles sœurs, d'ailleurs. Donc, très belle transition, justement, avec l'intervention d'Anne Souléliac, qui va nous donner, du coup, des outils pour développer notre action en tant qu'acteur de santé. Voilà, c'est à toi, Anne. Merci beaucoup. Un grand merci à France Asso Santé Martinique et Guadeloupe, ainsi qu'à pour me donner la parole aujourd'hui, et à Suzy et à Johanna pour leur parfaite organisation de ce séminaire. Donc moi, je vais vous parler des droits en matière de santé, de la notion de droit des usagers et surtout comment les faire appliquer. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de droit des usagers? C'est vraiment un terme qui va à la fois recouvrir les droits individuels, mais aussi les droits collectifs de la personne en tant qu'usager du système de santé. Alors, droits individuels, eh bien, ce sont essentiellement les droits fondamentaux qui sont reconnus à toute personne, et cela indépendamment de son état de santé. C'est par exemple le droit à la protection de la santé, le droit au respect de la dignité, au respect de sa vie privée. Et puis, c'est aussi des droits que je qualifierais de plus spécifiques, qui sont reconnus à l'usager du système de santé, comme obtenir la communication de son dossier médical, désigner une personne de confiance, rédiger des directives anticipées pour sa fin de vie, etc. Les droits collectifs, pour aller très vite, ce serait en premier lieu le droit de représentation des usagers du système de santé, qui est réservé aux membres des associations agréées, et qui permet de donner une place à l'expression de ces usagers, que ce soit au niveau national, au niveau régional, et dans toutes les instances de santé publique et les établissements de santé. Alors, je vais commencer par un premier droit, qui est que toute personne, finalement, a le droit de bénéficier des soins les plus appropriés sans discrimination. Sans discrimination, ça implique que tous les établissements de santé, mais aussi tous les intervenants du système de santé, quel que soit leur métier, doivent tout mettre en œuvre pour garantir l'accès des soins à toute personne, sans considération de son âge, de ses origines, sa nationalité, sa situation personnelle ou financière. Comme l'a très bien dit François tout à l'heure, l'égal accès aux soins qui est garanti à toute la population, c'est vraiment un objectif prioritaire de la politique de santé publique. On parle parfois de refus de soins. Le refus de soins, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pratique de certains professionnels de santé qui vont refuser consultations, traitements ou des interventions à des usagers. Et un refus de soins, alors on a le droit de ne pas vouloir soigner quelqu'un,
Mais un refus de soins va être considéré comme illégal dès lors que la motivation de ce refus est discriminatoire. Par exemple, parce que vous ne voulez pas soigner tel patient parce que vous êtes dentiste et que cette personne a le virus de l'hépatite C. Ou alors, vous ne voulez pas prendre ce patient en charge en raison de sa couverture sociale parce qu'il bénéficie de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'État. Ce sont des motifs discriminatoires qui sont interdits. Alors, ça peut se manifester de manière un peu détournée parfois, comme une fixation tardive ou très inhabituelle d'un rendez-vous, ou une orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé, sans raison médicale énoncée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas vous prendre, ou on ne va pas vouloir élaborer un devis, enfin voilà. Ou alors, on va refuser la dispense d'avance de frais dans le cadre d'un tiers payant. Tout ça, ça s'apparente évidemment à des situations de refus de soins. Il y a la discrimination, donc l'absence de discrimination, et puis il y a aussi l'enjeu, le droit à la qualité des soins. La qualité des soins, c'est un droit qui va se décliner selon les différents secteurs de prise en charge, mais qui impose en fait le droit de bénéficier de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. C'est-à-dire que le médecin va devoir élaborer son diagnostic en y apportant le plus grand soin, en y consacrant bien évidemment le temps nécessaire et également les méthodes les plus adaptées. C'est aussi le droit de bénéficier des soins qui sont appropriés à l'état de santé du patient. Ça implique de bénéficier de traitements dont l'efficacité est reconnue et qui ne font pas courir de risques injustifiés aux patients. C'est aussi le droit pour le patient de recevoir des soins qui soulagent la douleur. C'est également le droit de bénéficier d'une prise en charge et d'un accompagnement individualisé et surtout adapté à son âge et à ses besoins, avec des soins qui favorisent l'insertion et l'autonomie. Autre droit fondamental qui doit être respecté, c'est celui du respect de la vie privée. Alors, ce respect de la vie privée, on va le scinder en deux. Il y a tout d'abord la question du secret médical. La notion de secret médical, c'est une notion qui couvre l'ensemble des informations qui vous concernent et qui sont portées à la connaissance du professionnel de santé. Ça inclut toutes les informations que vous lui avez confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire même interprété lors de l'exercice médical. En fait, tout est couvert par le secret médical. Ce sont les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi ça peut être des conversations qui auraient été surprises au domicile lors d'une visite ou encore les confidences des familles. Le secret médical doit être appliqué par tout professionnel amené à suivre votre état de santé, c'est-à-dire le médecin, mais aussi tous les autres membres des professions de santé, quels qu'ils soient, les sages-femmes, les pharmaciens, les pédicures, les kinésithérapeutes, les psychologues, les diététiciens, mais c'est également tous ceux qui travaillent dans le cadre médical, puisqu'une secrétaire médicale, elle doit être garante du secret médical, puisqu'elle a accès à des informations de santé. Lorsqu'on viole le secret médical, les sanctions peuvent être très graves, puisque ça peut donner lieu à des sanctions pénales, à des sanctions civiles et professionnelles. Sur le plan pénal, la peine pour violation du secret médical peut quand même aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Et ce délit de violation du secret professionnel va être constitué dès lors que la révélation est effective, intentionnelle, même si ce sont des informations qui sont de notoriété publique. Voilà. Donc ça, c'est un point important de bien comprendre que ce respect du secret médical s'entend strictement. Alors, il y a quelques cas de dérogation, mais qu'on n'aura pas le temps de voir ici et qui sont très, très limités.
La protection de la vie privée, c'est évidemment la protection de l'intimité de la vie privée. Et c'est une protection dont le bénéfice doit être protégé pour toute personne qui est prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé. Ça implique aussi que la personne qui bénéficie de soins doit être traitée avec égard au moment des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré- et post-opératoires, des radiographies, des brancardages. Ça veut dire que si vous êtes à moitié déshabillé et qu'on vous promène dans les couloirs pour vous emmener d'un examen à un autre, eh bien, ça porte atteinte à l'intimité, évidemment, de votre vie privée. Et ça peut être très douloureux et vécu de manière très violente pour certains patients. Le droit sur lequel je vous propose de vous pencher à présent, c'est le devoir d'information. Alors, le devoir d'information, on peut le scinder en fait en 3 parties. Il y a d'abord l'information qui concerne tout ce qui touche à votre santé. Il y a l'accès au dossier médical et il y a également l'information sur les coûts et la prise en charge garantie lors de vos soins. Alors, pour ce qui concerne le droit d'être informé sur son état de santé, il faut savoir que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Et cette information, pour être complète, en fait, elle doit porter sur tout ce qui est prévu comme soins, tout ce qui est entrepris, proposé aux patients, les investigations, les examens, les actions de prévention. Elle doit également porter sur tout ce qui permet d'apprécier le rapport entre les bénéfices et les risques, c'est-à-dire les effets indésirables, les risques fréquents ou graves, ceux qui sont normalement prévisibles. Et puis, cette information, elle doit également porter sur les alternatives éventuelles. Peut-être qu'il y a le traitement le plus fréquent, c'est celui-ci, mais peut-être qu'il y en a un autre qui existe et qui me conviendrait mieux. L'information, elle doit également porter sur les conséquences en cas de refus. Par exemple, si je ne prends pas ce traitement, qu'est-ce qui va se passer? Le praticien de santé doit vous informer sur les conséquences de votre refus de prendre ce traitement. Et puis, cette information, elle va encore plus loin, puisqu'elle doit également porter sur tous les risques nouveaux qui ont été identifiés postérieurement. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on vous a posé une prothèse et il s'avère que certaines des prothèses qui ont été posées sur le lot incriminé sont des prothèses qui sont défaillantes. À ce moment-là, eh bien, l'établissement de santé, les praticiens auront la charge de vous rechercher par tout moyen pour pouvoir vous informer du risque que vous courez avec ces prothèses et de la nécessité peut-être de faire des examens complémentaires, voire de les retirer. Donc ça, ce sont une information qui est postérieure finalement aux soins. Cette information, elle incombe à tout professionnel de santé. Elle est à la charge de tout professionnel de santé dans son domaine de compétences. Et si nécessaire, ils peuvent également le faire en concertation entre eux. Alors évidemment, en cas d'urgence, on vous trouve inanimé au bord de la route, il est évident qu'on ne va pas pouvoir vous informer, mais qu'on vous informera plus tard. Ces informations, elles doivent être délivrées dans le cadre d'un entretien oral. Ça, c'est très important. Hein. On ne peut pas informer, par exemple, juste avec un document écrit. Hein. C'est très important qu'il y ait un entretien oral, un moment d'échange entre le praticien de santé et le patient. Et bien évidemment, toutes ces informations doivent être
adaptée aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients. Et j'ai bien compris que c'était un enjeu dans vos régions, les problèmes parfois de compréhension des patients pour pouvoir garantir à tous une égalité d'accès à l'information. Ces informations, elles doivent être simples, accessibles, intelligibles, loyales. Il est évident qu'on ne va pas parler en latin. Et le médecin doit répondre avec tact et de façon adaptée aux questions du patient. Conséquence de ça, eh bien, les professionnels de santé, ils doivent mettre en place les conditions nécessaires à un véritable échange. Évidemment, on ne va pas vous informer entre deux portes. On doit être dans un endroit qui est propice à l'échange. Ce ne sera pas non plus dans la salle d'attente, parce qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres patients. Donc, vous n'aurez pas le loisir de pouvoir poser les questions que vous souhaitez poser. Exception à cela, les personnes qui souhaitent être tenues dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, ça peut exonérer un professionnel de santé de son devoir d'informer. C'est assez exceptionnel, il faut que ça vienne du patient et ça ne pourra pas être accepté par le médecin dans le cas où il y aurait un risque de transmission de maladies transmissibles à des tiers. Dans ce cas, le médecin vous dira, écoutez, non, je suis obligé de vous informer parce qu'il y a un risque de transmission aux tiers. Alors, comment prouver que ces informations ont bien été délivrées? Vous allez me dire, parce que là, c'est quand même très complet. Eh bien, ce n'est pas au patient à prouver qu'il a bien été informé. C'est au contraire au médecin de prouver, si nécessaire, qu'il a bien informé son patient. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, l'anesthésiste, le chirurgien va vous faire signer des documents écrits avant une opération. Alors souvent, les gens sont un peu stressés parce qu'ils se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est une décharge de responsabilité de la part du médecin. » Mais pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une décharge de responsabilité. C'est tout simplement une demande des assureurs des médecins qui souhaitent que l'on puisse avoir un commencement de preuve que le patient a bien été informé puisqu'il a, par exemple, signé des documents. Mais tout ça n'est pas, on ne peut pas informer uniquement avec des documents écrits. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, mais je vais peut-être continuer et on verra après. Je vais continuer sur la question de l'information sur le coût des soins. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite sur ce plan-là. Parce que l'obligation d'information, elle porte donc sur les informations de santé, mais aussi sur le coût de l'acte et également sur les conditions et le niveau de prise en charge financière des soins par les régimes obligatoires de l'assurance maladie. Alors, dans ce cas-là, pour ce devoir d'information sur les coûts, il va falloir distinguer selon qu'on est dans un établissement de santé ou qu'on est chez un praticien exerçant en libéral. Dans un établissement de santé, vous êtes informé par affichage dans l'établissement, ainsi que sur les sites Internet de communication au public. Donc, il faut quand même que le patient s'intéresse au sujet et qu'il ait une démarche un peu proactive. Et pour ce qui est de la chambre particulière, parce que c'est souvent une question qui se pose, elle va s'appliquer, le tarif chambre particulière ne peut s'appliquer à l'usager que s'il en a fait expressément la demande et qu'il a été préalablement informé par l'établissement de santé du coût de la chambre particulière dont il souhaite bénéficier. Lorsqu'on est devant un professionnel qui exerce en libéral, là, il faut véritablement une information individualisée. Donc, c'est au professionnel de santé de donner préalablement, par devis, une information sur les coûts de la prestation médicale ou de l'acte de prévention ou de diagnostic quand ceux-ci vont dépasser les 70 €. C'est pour ça qu'on vous fait souvent signer un document quand vous allez faire des radios, parce que c'est souvent des actes qui sont au-dessus de 70 €. Sinon, dans les lieux de réception des patients, c'est-à-dire les salles d'attente, doivent être affichées l'information relative aux frais
auxquelles les patients peuvent être exposés, ainsi que les informations relatives aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de frais. Voilà pour l'information médicale et oui. Oui, Anne, Sophie. excuse-moi, c'est juste pour te dire, alors il n'y a pas encore vraiment de questions, mais il y a déjà des interventions. En fait, du coup, il y a Véronique Minacci qui nous dit qu'avec le Covid, elle pense que l'information n'a pas été claire pour les patients. Ensuite, il y a une autre personne, Karina Guillaume, qui nous dit que malheureusement, il y a encore des patientes qui les appellent pour leur dire qu'elles n'ont pas eu droit de récupérer leur dossier médical ou qu'elles n'ont pas d'informations sur leur prise en charge. Donc, avant que tu ne répondes, je voudrais dire à cette dame de ne pas hésiter, si elle est en région Martinique, de ne pas hésiter à nous contacter France Asso Santé Martinique parce que nous pouvons agir justement sur cet accès au dossier médical, ou si bien sûr elle est en Guadeloupe, à contacter Johanna. Voilà. Alors, Tu peux continuer, Anne. Merci pour ces réactions. Pour ce qui est du dossier médical, eh bien c'est l'objet de la suite de mon intervention. Voilà. Donc, on va l'aborder maintenant. Exact. Toute personne, le principe, c'est que toute personne a le droit d'accéder à son dossier médical et on ne peut pas vous refuser cet accès. Hein. Ça, ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs un droit qui est issu de la loi de 2002, qui est vraiment un droit qui est aujourd'hui très appliqué, hein, puisque beaucoup de patients n'hésitent pas à demander leur dossier médical. Alors attention, on a le droit d'avoir accès à son dossier médical, mais on n'a pas le droit, et ça c'est très important, parce que parfois il y a une petite confusion, on n'a pas le droit de récupérer son dossier médical. Puisque les établissements de santé, les professionnels de santé ont l'obligation, eux, de conserver votre dossier médical. Donc, vous, votre droit, c'est le droit d'accès. C'est-à-dire que si jamais vous voulez garder une trace, vous pouvez demander une copie, mais vous ne pouvez pas demander qu'on vous donne votre dossier médical, et cela même si vous déménagez. Ça, c'est pas possible. Alors, dans votre dossier médical, comment on fait pour demander son dossier médical? Alors, si vous connaissez bien votre médecin et que, par exemple, vous dites ah bah, écoutez, je vais bientôt partir en France métropolitaine, pendant 6 mois, j'aimerais bien avoir une copie de mon dossier. Ben, votre médecin traitant, il va vous faire une photocopie puis il va vous la donner. Donc, ça va se faire assez simplement. Lorsqu'il s'agit d'un établissement de santé, c'est nous ce qu'on recommande à Santé Info Droit, c'est que vous fassiez une demande par courrier, recommandée avec accusé de réception. Dans votre demande, puisque donc vous avez ce droit d'accès direct, il va vous falloir préciser déjà ce que vous demandez comme accès, parce que vous pouvez demander un accès sur place, c'est-à-dire que vous allez sur place pour avoir accès, regarder votre dossier médical, ou demander à avoir des copies de votre dossier, de votre dossier médical. Alors, je vois qu'il y a des copies. Oui, les copies, effectivement, tout comme les frais d'envoi, peuvent tout à fait être aux frais du patient, puisque quand vous faites la demande, vous vous engagez à régler les frais de photocopie et d'envoi, en sachant que ça peut parfois être des gros dossiers. Alors, avec la numérisation des dossiers, parfois, ça facilite un peu les choses, hein, puisqu'on peut vous envoyer un dossier numérisé, ce qui n'a pas le même impact. On n'est pas obligé de faire un envoi postal. Mais oui, c'est légal de demander de régler les frais d'envoi et de copie. En revanche, ce qui ne serait pas légal, c'est de demander un tarif prohibitif. Si on vous demandait 5 € la page photocopiée, ça, c'est prohibitif. Hein. Donc ça, ce ne serait pas normal. Vous devez évidemment accompagner votre demande de votre pièce d'identité pour justifier de votre identité et de votre qualité aussi. Parce qu'on peut, ça on n'aura pas le temps de le détailler ici, mais vous pouvez également demander à avoir accès à un dossier médical d'une personne qui serait décédée et dont vous êtes l'ayant droit.
Vous pouvez évidemment également demander l'accès au dossier médical d'une personne mineure dont vous seriez le représentant légal ou encore d'une personne, d'un majeur protégé sous tutelle parce que vous seriez son représentant. Alors, les délais pour obtenir son dossier médical, si les informations médicales ont moins de 5 ans, le dossier doit vous être communiqué dans les 8 jours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande d'envoyer un courrier au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception, parce que ça permet d'avoir un délai qui commence à courir. On a une date fixe. Si les informations médicales sont antérieures à 5 ans, le dossier doit alors vous être communiqué sous 2 mois. Alors souvent, on me pose la question de savoir combien de temps les établissements de santé doivent garder votre dossier médical. Eh bien, ils doivent le faire pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou lors de la dernière consultation externe. Avec un aménagement pour les mineurs notamment, puisque pour les mineurs dont le dernier séjour est intervenu avant l'âge de 8 ans, eh bien, les dossiers sont conservés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 28 ans. Et pour les personnes décédées, si la personne décède moins de 10 ans après son passage dans l'établissement, eh bien, son dossier ne sera conservé que pendant une durée de 10 ans, à compter de son décès. Pour ce qui est des professionnels de santé, il n'y a pas de texte qui précise la durée de conservation des informations de santé par les professionnels de santé libéraux, mais il faut savoir que le Conseil national de l'ordre des médecins les incite fortement à respecter à minima les mêmes délais qu'en établissement, c'est-à-dire 20 ans. Ce que je pourrais vous recommander, c'est quand même, surtout quand on a des pathologies ou quand il y a eu des événements médicaux particuliers dans sa vie, c'est de demander son dossier médical et d'en garder la copie chez soi parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un incendie, d'une inondation et donc il est toujours mieux de garder chez soi une copie de son dossier médical. Il faut bien savoir et bien garder en tête que vous avez autant de dossiers médicaux que d'établissements de santé consultés ou de praticiens de santé consultés. Donc, ça veut dire que vous avez une multiplication des dossiers médicaux. Donc, du coup, Anne, excuse-moi, je profite. Par rapport à ce que tu dis, il y a une question de Sandra Salondi qui demande si le médecin doit-il donner une partie du dossier. Donc, est-ce que c'est le médecin qui doit donner la partie du dossier médical ou comme tu le disais, est-ce que c'est l'usager, le patient qui doit vraiment faire cette demande? Est-ce qu'il y a une forme d'obligation ou pas qui incombe au médecin? Alors, le médecin a l'obligation de donner accès au dossier médical, que ce soit pour le consulter sur place ou que ce soit par l'envoi de copies. Mais jamais le médecin ne va donner, ou l'établissement de santé, une partie du dossier médical. Ils engageraient la responsabilité, ils sont en tort. Ils doivent conserver l'entièreté du dossier médical, mais en revanche, ils doivent vous y donner accès et ils doivent surtout pouvoir vous faire des copies si vous en avez besoin. Et mais du coup, c'est à la demande, c'est ça? Oui, c'est pas automatique. Voilà, d'accord. C'est pas automatique, on ne vous envoie pas systématiquement toute la copie de votre dossier médical. Très bien. Évidemment. Il est 11h20. Je sens qu'il y a beaucoup d'informations qui vont suivre. Donc, il faut accélérer, oui. Anne. Oui, j'accélère. Alors, le dossier médical partagé. Donc là, on arrive à notre dossier numérique qui est destiné à favoriser justement la continuité des soins et surtout, on va dire, à mettre au même endroit la majorité des informations médicales qui nous concernent. Alors, attention, comme je l'ai mis dans le PowerPoint, ça ne se substitue pas aux dossiers qui vont être tenus par chaque établissement ou chaque professionnel de santé.
Tout le monde peut créer un DMP, soit vous pouvez le créer directement, soit vous pouvez le faire par un professionnel de santé. Une fois que vous avez créé votre dossier, votre dossier médical partagé, il peut contenir beaucoup d'informations, évidemment toutes celles qui sont relatives à votre identité, votre état de santé, les examens, l'imagerie médicale, les actes biologiques, enfin tout. L'historique aussi des remboursements des soins qui ont été versés par l'assurance maladie au cours des 24 derniers mois. Les données relatives à la dispensation de médicaments qui sont issus du dossier pharmaceutique. Mais vous aurez aussi dedans les directives anticipées. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une inquiétude de beaucoup de patients de savoir, mais j'ai fait mes directives anticipées dans la perspective de ma fin de vie, je veux vraiment qu'on respecte mes choix, mais comment être sûr qu'on va consulter ces directives anticipées? Donc, il y en a certains qui les gardent en permanence sur eux, d'autres qui se disent, mais est-ce que je dois les donner à tous les médecins autour, aux hôpitaux de la région? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ces directives anticipées. On peut également mettre l'identité et les coordonnées de sa personne de confiance. On peut mettre, tout comme les personnes à prévenir en cas d'urgence. Donc, ça fait beaucoup d'informations qui vont pouvoir être centralisées au même endroit. En sachant que vous pourrez aussi modifier les informations que vous-même, vous avez pu mettre dans votre DMP. Et que vous aurez également accès à tout le traçage des actions qui ont été faites sur le DMP. Donc, vous saurez qui a modifié, à quelle heure, comment, tout ça, il y a un traçage. Je ne vais pas aller plus loin sur le DMP, car je n'ai pas le temps. Oui. Et je voudrais juste mentionner aussi la question du consentement. Parce que comme vous l'avez vu, on l'avait vu en matière d'information, être bien informé, le corollaire du droit d'être informé sur les soins, eh bien, c'est celui de pouvoir donner un consentement libre et éclairé aux interventions et aux actes médicaux. Libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été obtenu sous la contrainte et qu'il doit être renouvelé pour tout nouvel acte de soin. Éclairé, eh bien, c'est clair, c'est que vous devez avoir été informé des traitements dont vous allez bénéficier, des conséquences prévisibles, des risques graves, etc. Comment on donne son consentement? Eh bien, on le donne par écrit, non, on le donne à l'oral, évidemment, lors de l'entretien individuel avec votre médecin. Il n'y a pas de formalisme pour le recueil du consentement. Il y a en revanche certains actes très particuliers qui peuvent imposer une signature et un consentement. C'est par exemple pour les diagnostics prénataux, on va vous demander une signature. Mais c'est très particulier et ce sont des cas qui ne sont pas la majorité des cas. Je vais aborder peut-être, sauf s'il y a des questions sur le consentement. Alors non, Anne, il n'y a pas de questions réellement. Ah si, j'en vois. Donc, il y a une remarque, par contre, un commentaire de Véronique Minacci qui nous dit que le consentement éclairé est obligatoire pour la vaccination Covid. Donc oui, effectivement, ça c'est d'actualité. Oui, ensuite, en fait, c'est pour tous les actes. Oui, voilà, c'est pour tous les actes médicaux. Les actes médicaux, pardon. Et ensuite, il y a Jocelyne Toussaint qui nous dit « Pourriez-vous évoquer la question du consentement pour les majeurs protégés, mesures de tutelle ?» Alors ça, c'est peut-être… Si tu peux rapidement répondre, mais sinon, après, nous pourrions complémenter. En fait, c'est le tuteur qui va décider pour le majeur protégé sous tutelle. Mais ça ne veut pas dire que le majeur sous tutelle a aussi le droit à être informé. Et on va tout faire pour recueillir son consentement. Et ce sera la même chose pour les enfants. On a beaucoup évolué en cette matière et on va toujours rechercher, d'une manière ou d'une autre, l'adhésion, en fait, dans la mesure du possible, du patient aux soins qui vont lui être dispensés, même s'il est représenté. D'accord, merci Anne.
Du coup, je pense qu'on peut poursuivre. Alors, juste, je me permets de dire aux participants de continuer effectivement à poser leurs questions dans le chat. Je fais Deux au petites mieux pour secondes. les... Deux petites secondes, Suzy. Merde, vous m'entendez là ou pas? Pardon, j'ai dit un gros mot. J'ai dit un gros mot, pardon. Je suis vraiment désolé. Juste pour dire que où on est dans ce cas-là, la personne de confiance pour donner les autorisations, d'accord? Autorisation à la vaccination et tout. Et remercier Véronique Menacci, parce que Véronique Menacci est avec nous et c'est la présidente de France Assurance Santé Réunion. Voilà. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Lemestre. Du coup, je pense que Anne pourra répondre et compléter par la suite, parce qu'il y a aussi une diapo concernant la personne de confiance, donc elle pourra faire le biais. Donc, juste pour terminer ma phrase, donc je disais aux autres participants, de continuer à poser leurs questions, de ne pas hésiter, et que je m'attelle à relayer à Anne. Mais je sais que Anne va aller rapidement sur les autres droits, parce qu'il est déjà 11h28. Mais je vois bien vos questions, et si on n'y répond pas directement, on pourra revenir vers vous par la suite. Donc, posez vraiment vos questions à l'écrit, il n'y a pas de souci. Merci, Monsieur le ministre, pour la précision. Justement, en lien avec la question du consentement, eh bien, la loi s'est dotée de 2 outils. La personne de confiance, qui vient d'être évoquée à l'instant, qui peut être désignée en fait par toute personne majeure. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, on ne peut pas avoir de personne de confiance par défaut. C'est un choix qui est complètement libre. Il doit évidemment s'agir d'une personne majeure non protégée par une mesure de tutelle. Et c'est une mission qui s'exerce à titre gratuit. Et la personne de confiance, en fait, c'est la personne avec laquelle vous devez vraiment échanger sur votre situation de santé et sur vos souhaits en matière de fin de vie. Parce qu'avec la personne de confiance, il faut distinguer en fait son rôle selon que l'usager est en état d'exprimer sa volonté ou qu'il est justement plus en état d'exprimer sa volonté. Quand il est en état d'exprimer sa volonté, le rôle de la personne de confiance, c'est vraiment de pouvoir accompagner le patient dans ses démarches d'ordre médical, assister par exemple aux entretiens médicaux, aux examens, mais uniquement dans l'hypothèse où le patient le lui demande et le souhaite. Elle peut aussi poser des questions, mais elle ne représente pas le patient, elle ne se substitue jamais à lui. Et d'ailleurs, le secret médical qu'on a évoqué tout à l'heure n'est pas levé vis-à-vis de la personne de confiance. Et elle n'a pas elle-même accès au dossier médical du fait de son statut de personne de confiance. Voilà. En revanche, s'il y a un diagnostic ou un pronostic grave, et évidemment sauf opposition du patient, eh bien, les professionnels de santé sont autorisés à informer la personne de confiance de manière à ce qu'elle puisse apporter le soutien nécessaire à la personne malade. En revanche, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, dans ces circonstances, alors, la personne de confiance va être la première personne à être informée de l'état de santé du malade et la première aussi consultée sur les soins à prodiguer. Donc, c'est vraiment important d'avoir bien échangé avec sa personne de confiance. Je précise qu'on ne peut avoir qu'une personne de confiance, qu'il n'y a pas de personne de confiance suppléante et qu'on peut en changer. Voilà. Il faut évidemment, vous ne pouvez pas désigner quelqu'un qui n'a pas accepté d'être votre personne de confiance. Il faut que la personne de confiance ait signé pour indiquer son accord à être votre personne de confiance. Les directives anticipées, c'est le deuxième outil. C'est un outil qui permet de faire connaître par écrit ses volontés relatives à sa fin de vie, concernant tout ce qui porte sur les conditions de poursuite, de limitation, d'arrêt ou de refus des traitements médicaux. Donc, c'est un document qui est très utile parce il s'impose aux médecins, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, il s'impose aux médecins et c'est un document qui aidera les médecins, le moment venu, à prendre les décisions sur les soins à donner si vous n'êtes plus en position d'exprimer vos volontés. Bien évidemment, l'équipe médicale va à chaque fois vérifier qu'on se trouve bien dans la situation qui est décrite dans le cadre de vos directives anticipées.
Je vais maintenant passer au droit à faire des réclamations et à obtenir l'indemnisation des préjudices. Il te reste 10 minutes pour toute J'ai la l'info. pression. Pour Oui, tout. désolée. Non, mais je vais aller très vite sur ces points-là, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut détailler, c'est quand même assez complexe. Oui. En tout cas, toute personne qui est prise en charge, mais aussi ses proches, peut former une réclamation au sein des établissements de santé, mais aussi les établissements médico-sociaux, pour pouvoir faire part de sa plainte, de ses réclamations concernant justement le respect des droits des usagers et de la qualité de la prise en charge. Donc, la saisine, généralement, votre plainte, vous allez la faire par un courrier en recommandé avec accusé de réception à destination du responsable légal de l'établissement. Vous pouvez également, de cette manière-là, en fait, saisir aussi la commission des usagers. Ça, c'est pour les réclamations. Vous pouvez aussi demander, si vous avez par exemple été victime d'un accident médical, d'une infection nosocomiale ou autre, vous pouvez demander une indemnisation. Donc, vous pouvez le faire à l'amiable avec l'assurance responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé. Vous pouvez aussi le faire via une autre organisation qui est la commission de conciliation et d'indemnisation. Mais ça, il faut, on va dire, un seuil de préjudice qui est assez important. Vous pouvez également le faire directement auprès des tribunaux. Alors là, ça va dépendre du statut de l'établissement. Ce sera le tribunal administratif si c'est un établissement public, un hôpital public, ou les tribunaux judiciaires si c'est un établissement privé. Pour pouvoir être indemnisé, en fait, il faut un accident médical, des préjudices et évidemment un lien de causalité entre les deux. Alors, pour pouvoir demander une indemnisation, vous devez déposer votre demande dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Voilà pour… je suis allée très vite, mais ça nécessiterait plusieurs heures à soi tout seul, on va dire, ce sujet-là. Donc, c'est vraiment une… Vous trouverez beaucoup d'informations aussi dans les fiches pratiques de France Asso Santé. Les droits collectifs, c'est… D'abord, je l'ai évoqué en introduction, ce sont… les représentants des usagers qui aujourd'hui représentent l'ensemble des usagers dans les divers établissements de santé, les établissements médico-sociaux. C'était en général des bénévoles qui exercent leur mandat à titre gratuit, même s'ils peuvent être indemnisés pour certains frais occasionnés, qui doivent bénéficier d'une formation généraliste obligatoire, qui sont tenus au secret professionnel et qui vont représenter tous les usagers de l'établissement ou du système de santé et pas uniquement, évidemment, les adhérents de leur association d'origine. Alors, vous pouvez solliciter ces représentants des usagers. Généralement, quand vous êtes dans un établissement de santé, vous avez leurs coordonnées qui doivent figurer dans le livret d'accueil avec le moyen de les contacter. Alors, si ce n'est pas le cas, il faut demander à l'accueil et on doit pouvoir vous renseigner. Il y a certains établissements où parfois ils ne sont pas dotés de représentants des usagers. Donc, c'est important aussi de vous mobiliser. Peut-être que ça va créer des vocations. Pour devenir représentant des usagers parce qu'on a besoin de personnes. Je ne sais pas quelle est la situation dans vos régions, mais ne serait-ce qu'à Paris, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de représentants des usagers. Ces représentants des usagers vont formuler des recommandations. Ils vont évidemment travailler sur le respect des droits des usagers, leur accueil, la qualité et la sécurité des soins et plus généralement sur l'organisation du système de santé. Et sur le plan individuel, ils peuvent, et ça c'est intéressant si le patient le souhaite, l'accompagner lors de ses rencontres avec les médiateurs de l'établissement. Ils peuvent aussi soutenir ses demandes auprès du directeur de l'établissement
et faire valoir ses droits lors des réunions de la commission des usagers. Et sur le plan collectif, dans les établissements de santé, ils participent à la rédaction d'un rapport annuel qui traite du respect des droits. Et ils peuvent tout à fait contribuer aussi à des actions concrètes sur l'information des patients, l'alimentation. Donc, ils ont vraiment un rôle, et ça avait été évoqué en introduction, hein, c'est vraiment à la suite des scandales sanitaires qu'on a pu observer dans les années 90. C'est la montée en puissance de ces associations et leur reconnaissance au travers des représentants des usagers et des commissions des usagers. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je suis évidemment disponible pour toute question. Merci beaucoup, Anne. Alors, Suzy, est-ce qu'il y a des questions? J'en ai pas vu pour ma part. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Pardon, parce que moi, j'avais posé une question que je n'ai pas reçue, je n'ai pas eue. Ah oui. Puisque Johanna m'a dit, oui, ne on prends va pas le la faire. parole et écris-le. Je l'ai écrit, c'était sur justement le refus des soins. Si on sait qu'un patient a tout à fait le droit de refuser tout soin qui lui est proposé, en théorie, pour moi, sauf erreur de ma part, un professionnel de santé n'a pas le droit de refuser un soin. Et la question que j'allais que j'avais posée, c'était qu'en est-il du professionnel de santé qui refuse de faire une vaccination alors que vous voulez être vacciné, par exemple, on parle du Covid aujourd'hui, du moins de la Covid, en sachant que, oui, je connais pas mal de professionnels de santé qui refusent de vacciner. Donc, qu'en est-il? Mais ils refusent de vacciner, c'est-à-dire qu'ils ont des vaccins, mais ils refusent de les utiliser. Non, ils vont pas chercher à vacciner. Ils n'ont pas de vaccin parce que de toute manière, ils refusent de vacciner et ils sont contre la vaccination. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est plus, c'est des. Je suis pas sûre que si c'est des médecins qui pratiquent en libéral, ils n'ont pas l'obligation de vacciner. Bon, j'admets ce que vous dites, mais je vais moi voir un médecin. Bon, ça m'est pas arrivé. Hein. Je vais me faire passer pour quelqu'un. Je vais voir un médecin. Je lui dis, docteur, je voudrais être vacciné contre la Covid. Et le docteur fait tout parce qu'il est contre la vaccination et fait tout pour vous convaincre de ne pas être vacciné. Alors ça, ce serait un petit peu différent, effectivement. Oui, non, mais justement, la problématique pour moi, c'est l'éthique. Mmh. C'est l'éthique du professionnel de santé. Et comment est-ce que je peux alors moi, j'avoue qu'il m'est arrivé, j'ai rencontré des gens et je leur ai dit changer de médecin. D'accord? Mais après, voilà, c'est ce qui se passe dans la réalité, c'est comment un médecin peut refuser un refus de soins, hormis, parce que ça existe, la CMU, on sait, en Guadeloupe, ça existe, je suppose en Martinique, c'est pareil, mais vous avez des médecins qui refusent la CMU, c'est même marqué dans leur cabinet ici, nous refusons la CMU, je fais intervenir la sécurité sociale pour dire que c'est pas légal, d'accord? Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que c'est mon médecin, par exemple, et je veux qu'il me vaccine, mais il est contre la vaccination. Comment est-ce que je veux comment je peux faire pour qu'il me vaccine? Bah, logiquement, c'est quand même un acte très basique, hein, la vaccination. Donc, normalement, vous devez pouvoir vous faire vacciner. Je pense que dans ce cas-là, la seule chose à faire, hein, en tant que patient, on ne peut pas obliger quelqu'un à vous vacciner. En revanche, vous pouvez saisir le Conseil de l'ordre compétent pour informer du refus auquel vous avez été exposé de vaccination. Concernant la Covid-19, comme tous les médecins ne vaccinent pas, c'est un petit peu différent, j'imagine. Pas forcément mais en tout cas, de manière générale, en termes de vaccination, si vous aviez, c'est quand même un acte médical qui est, on va dire, classique. Ou alors ça existe ici parce que j'ai reçu des personnes ou des infirmiers qui ont eu comment dirais-je, l'ordonnance du médecin en disant d'aller à domicile pour vacciner telle personne et cet infirmier refuse. Voilà. Et ce sont des cas que j'ai. Hein.
Oui, mais Alors, je vous crois tout à fait. du coup, on est arrivé un petit peu au bout de l'intervention avec les questions. Ben, je vois que au niveau du chat, ben, ça fonctionne bien, ça Ça échange bien. fonctionne. Ouais, et ça échange bien. Merci. Et il y a aussi quelques solutions qui sont données et réponses aux questions. On va tout de suite passer du coup, et ça fait une belle transition avec la fin de l'intervention d'Anne. Merci beaucoup, Anne, d'avoir Merci, Anne. tenu, d'avoir Merci. tenu le Excusez-moi, ça a été un timing. peu rapide sur certains sujets, hein. Oui, non, ben, de toutes les manières, on va rappeler en fin de conférence qu'il existe la ligne Santé Info Doigt qu'on peut saisir. Mais dans tous les cas, je laisse la parole à Myriam Elso pour la toute dernière intervention sur la représentation des usagers qui va vraiment expliciter le rôle de cet acteur-là dans l'accès aux droits et la façon dont il facilite l'accès aux droits par l'information de ces droits. Alors, Voilà, merci. Oui. juste avant Myriam, excuse-moi, je te coupe l'herbe sous le pied, vite fait. Juste pour dire que pendant l'intervention de Anne, qui était très enrichissante, je me suis permise de poser une question aux participants. Donc, estimez-vous connaître suffisamment vos droits en santé? Donc, à 56%, les personnes ont répondu oui et 44% non. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette intervention, les 44% de personnes qui pensaient ne pas être suffisamment informées ont eu beaucoup plus d'informations aujourd'hui et ne vont pas hésiter à se tourner vers France Asso Santé Guadeloupe et France Asso Santé Martinique pour avoir plus d'informations puisqu'on est consciente que le délai est très court. Donc là, Myriam, je te laisse la parole, excuse-moi. Mets ton micro, active ton micro. Voilà, avec le micro ouvert. Merci. Voilà. Voilà. Donc, merci de me donner la parole pour conclure finalement. Je ne vais pas vous proposer de, comment dire, Diapo. de diapos, mais j'ajouterai quelques éléments à ce qui sera donné aux participants d'aujourd'hui, puisque j'ai vu dans la conversation que beaucoup de personnes se soucient d'avoir une trace écrite. Je vais finalement, on me donne l'occasion de revenir au terrain. Voilà, je suis quelqu'un d'ancré dans la réalité. Tout à l'heure, on a parlé comment dire, de mon expérience de RU. Alors, on va démystifier un peu ce que sont les RU. Et je vais articuler cet éclairage sur les RU aux propos qui ont été tenus par nos deux présidents pour insister sur ce qu'il y avait de spécifique dans notre situation. Et dans notre situation, on a dit il y a deux choses, c'est qu'on est dans une culture de l'oralité. Et la deuxième chose, que l'enjeu majeur qui est le nôtre actuellement, c'est de mobiliser les acteurs associatifs. Et je fais de ces deux éléments-là, je vais faire le cœur de mon propos par rapport au RU. Anne nous a présenté ce qu'étaient les représentants d'usagers. Effectivement, ils s'inscrivent dans un cadre légal, dans une loi. Ils ne sont pas arrivés par hasard. C'est tout le travail qui s'est fait au niveau de la démocratie en santé, toute la place qui a été prise au niveau des différentes lois, qui fait que ont émergé CRU. Mais peut-être que pour nous, Martinique-Guadeloupe, alors qu'on est en pleine recherche de trouver des RU, de faire en sorte qu'on ait des représentants d'usagers partout où il est question de santé, dans les établissements de santé, certes, mais aussi dans toutes les commissions où il est nécessaire que la voix des usagers se fasse entendre, c'est important de revenir pour bien fixer d'où nous viennent ces représentants d'usagers. Alors, un représentant d'usagers, il arrive tout droit de son association. Et son association, c'est une association en santé et qui est agréée. Bon, il y a tout un travail qui se fait dans nos îles sur cette notion d'association agréée, parce que ce qu'on a de particulier aussi, c'est qu'on a beaucoup d'associations qui ne sont pas agréées, mais qui sont
en quelque part représentative de notre vie associative. Et quelqu'un, j'ai oublié son prénom, je l'avais noté, voilà, Natacha Abelli, elle a bien souligné dans ses questions quelque chose qui nous est particulier et qui va s'articuler justement à cette idée de culture de l'oralité, c'est la recherche des usagers en santé de trouver des pairs qui vivent les mêmes situations et avec lesquels ils vont se sentir en proximité pour pouvoir évoquer leur situation. Donc, c'est une porte ouverte pour les RU. Être représentant d'usagers en Guadeloupe, en Martinique, c'est avoir une véritable compréhension de ce qu'est la proximité avec les usagers en santé. Je vais insister beaucoup sur ce côté-là. La place des RU, elle n'est pas déjà faite. C'est souvent ce qui questionne nos RU. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance. J'ai déjà un âge et en ce moment, on est dans une phase où on a à former, puisque je suis formateur des RU, on a à former des nouveaux RU, des jeunes RU qui entrent dans cette notion de démocratie en santé. Et ce qu'il est important de mettre en avant, c'est cette cette recherche de proximité des usagers. Donc le représentant des usagers, il va faire en sorte de se faire une place. Il a un cadre défini par les règles, par les textes, mais il va avoir à être actif dans sa façon de s'installer dans l'établissement de santé et d'être à disposition ou disponible ou joignable ou qu'est-ce qu'on va dire encore, consultable. Et ça n'est pas écrit dans les textes. Donc, on travaille sur ce côté-là des talents du représentant des usagers. Quand on dit qu'il arrive d'une association agréée, ce qui est très important aussi, c'est que le représentant des usagers, il ne va pas s'intéresser, et je le dis particulièrement à Natacha, il ne va pas s'intéresser uniquement aux personnes qui viennent de son association ou aux pathologies qui correspondent à son association. Son éventail, il va être beaucoup plus large. Il est là pour accompagner l'usager dans le respect de ses droits. Donc, il va œuvrer pour la démocratie en santé. Donc, devenir représentant des usagers, ça vous ouvre des horizons, ça vous apporte une respiration, ça vous conforte dans votre engagement de terrain dans votre association, mais ça vous ouvre à l'ensemble de la situation en santé. Donc voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps, mais Anne l'a dit avant moi, donc je revenais simplement sur ça, savoir aussi que ce sont les représentants d'usagers sont des bénévoles. Donc, ils exercent un mandat à titre gratuit, tout en sachant qu'ils sont, exonérés de certains frais par rapport à l'exercice de leur mandat, et que aussi il y a vraiment un mouvement de fond au niveau de France Assos Santé qui fait que tous les RU désormais depuis 2016 prétendent à une formation généraliste. Cette formation, elle est obligatoire et pour cette formation, pour cette entrée en matière, ils perçoivent une indemnité. Ça c'est quelque chose de, ça donne aussi un ressort à ce mandat de représentant des usagers. En s'orientant vers la représentation des usagers, grâce à France Assos Santé, on va pouvoir avoir une base commune, des outils, et puis aussi être conforté dans son choix. Alors, pas de compétences
Il n'y a pas de liste de compétences requises pour devenir représentant des usagers. Ce que j'aime bien répéter et que je ne me prive jamais de répéter dans toutes les formations, c'est que le représentant des usagers n'a pas la solution. Il accompagne l'usager dans sa compréhension du système de santé, dans sa connaissance des droits qui sont les siens. Donc, il n'est pas, lui, détenteur d'une solution ou il n'a pas les compétences qu'il va mettre en place, eh bien, il va les apprendre, il va les faire siennes au fil de sa formation. Et l'outil essentiel, c'est ça. C'est la formation qui est mise à sa disposition. Vous allez dire, bon, elle est formatrice, elle parle pour sa chapelle, mais vraiment, là encore, c'est comme une respiration, c'est une ouverture. Tout ce travail qui est mis en place en termes d'outils et qui est mis à la disposition des représentants d'usagers, ça permet de dire que tout bénévole disposé à donner du temps, convaincu des valeurs que représente la démocratie en santé, peut devenir un représentant des usagers convaincu, performant, compétent. Parce que il va avoir à sa disposition des outils adaptés qu'il va s'approprier. Le deuxième élément dont je voudrais parler, c'est qu'un représentant des usagers n'est jamais seul. Ça aussi, c'est quelque chose c'est une particularité sur laquelle il faut revenir. On n'est pas représentant des usagers tout seul dans sa bulle. On est automatiquement devenir représentant des usagers, c'est entrer dans un groupe de personnes qui ont en commun des compétences, des connaissances, et on ne va jamais statuer tout seul, décider tout seul, prendre une décision. On va collaborer avec un groupe de pairs. On va se donner les moyens, en utilisant les outils qui sont les nôtres, d'analyser les situations, d'apporter des éléments d'information et de porter la voix de l'usager. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment clair? J'ai mis en avant les éléments qui me paraissent essentiels dans le mandat de RU. Bon, ce qu'il est important aussi de signifier, enfin de d'éclairer, c'est d'où ils viennent les RU, comment ils sont désignés. Alors, sachez qu'on n'est pas RU simplement parce que il faut bien sûr décider de l'être, c'est-à-dire il faut proposer sa candidature, mais on ne la propose pas tout seul dans sa bulle. C'est déjà quelque chose qui se parle au sein de son association. Ensuite, qui se porte au niveau de France Assos Santé, sa délégation, quand on fait partie d'une association qui est agréée et qui participe de la délégation de France Assos Santé de sa région. Donc, vous voyez, dès le départ, c'est un mouvement collectif. Bon, après ça, cet acte de candidature, accompagné par l'association, il est porté auprès des pouvoirs publics. En l'occurrence pour nous, et je pense que c'est la même chose en Martinique, auprès de l'ARS. Donc, il y a des moments de, comment on appelle ça, Johanna va m'aider, de recrutement. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais il y a un appel. Voilà. Appel à candidature. Voilà, merci. Il y a un appel à candidature. Donc, ça veut dire aussi que vous tous qui œuvrez dans les associations, qui connaissez France Assos Santé, dont votre association fait partie de France Assos Santé, vous pouvez déjà, grâce à ces séminaires et tout ça, mûrir ce projet de devenir représentant des usagers. Quand je dis mûrir le projet, ça veut dire rassembler les informations nécessaires. C'est comme un parcours.
hein. Je vais vers le mandat de représentant des usagers. C'est pas quelque chose qu'on décide comme ça du jour au lendemain. Et nous, on a fort à faire en Guadeloupe et sans doute en Martinique aussi, parce que pendant longtemps, vous avez vu que bon, j'ai des cheveux blancs, hein, ça fait très longtemps la représentation d'usagers. Je la connais depuis, j'allais dire, l'époque des cavernes, où on vous désignait parce que vous étiez quelqu'un de connu ou entre guillemets de représentatif. Hein. L'ARS faisait une liste et puis, ben, effectivement, c'était les gens qui avaient déjà des activités au sein de différentes associations qui étaient, j'allais presque dire, cooptés. Hein, c'était un mandat presque honorifique. On a changé tout ça. On est dans quelque chose de très actif désormais. On se forme au mandat de représentant des usagers parce que c'est comment dire, un parcours et que dans ce parcours, on défend la démocratie en santé. Donc, tout le cheminement qu'on vient de faire avec Anne, c'était essentiel et incontournable d'en connaître les tenants et les aboutissants avant même de se poser la question d'être représentant des usagers. Parce qu'il faut il faut vraiment qu'un représentant des usagers il soit en phase avec les valeurs de la démocratie en santé. Ça me paraît le point d'ancrage essentiel. Alors maintenant qu'on sait qu'on est nommé par l'ARS, mais que on est dans un mouvement très dynamique, en tout cas en ce qui concerne nos régions, c'est comme ça. On est en train de construire nos délégations. On est en train de trouver nos représentants d'usagers. On est en train de les former à entrer dans ces fonctions-là, dans ces mandats-là. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de RU parmi nous qui découvrent le milieu de la santé et qui expérimentent leur première CDU, leur première comment dire accompagnement en médiation, etc. Et c'est un climat fort. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce que je fais actuellement. C'est pour ça que je suis là ce matin avec vous. Et il vous reste 2 minutes, Myriam. C'est bien, c'est très porteur comment dire, de participer à cette installation de la démocratie en santé. D'accord? Donc, on sait où siègent les RU. Il y a 2 endroits où siègent les RU. C'est soit dans un établissement de santé, soit dans d'autres types d'instances. Bon, on va pas les énumérer ici puisque le temps m'est compté. Mais la plupart du temps, ils sont dans des établissements de santé au sein de la commission des usagers, c'est-à-dire la CDU. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le RU, il a à sa disposition au cours de tout au long de son parcours, la possibilité d'avoir toutes les formations sur les points particuliers qui vont faire partie de ces missions dans le cadre de la CDU et également dans le cadre des autres instances comme la caisse d'assurance maladie, la CPP, le comité de protection des personnes, qu'est-ce qu'il y a encore, la commission de conciliation et d'indemnisation, mais ça ce sont des cas plus particuliers. Pour l'ensemble de nos RU, ils sont en CDU, en conseil de surveillance, bon, dans les instances au niveau des établissements. Donc, il faut qu'ils sachent, tous ceux qui s'orientent vers ce parcours-là, il faut qu'ils sachent qu'ils sont accompagnés en permanence, qu'ils ont à disposition des formations gratuites sur des domaines très spécifiques de leur mission. Je vais finir avec ce qui fait l'essence même de la mission du RU, c'est que le représentant des usagers, si l'usager le souhaite,
Ne jamais oublier ça. Il ne se substitue pas à l'usager, mais il est à la disposition de l'usager. Donc, une grosse part de son travail, c'est de se faire connaître de l'usager, faire savoir à l'usager qu'il existe des représentants d'usagers, vérifier que les établissements de santé en font, j'allais dire, la publicité. Ça doit être inscrit dans les comment ça Livrets s'appelle? d'accueil. Les livrets d'accueil. Donc, tout ça, ça fait partie du travail du représentant d'usager. Il fait sa place. Il fait en sorte d'exister et ensuite, il se met à disposition des usagers et il faut que l'usager exprime le souhait d'avoir recours au représentant d'usager. À aucun moment, le représentant d'usager ne serait un potentiel sauveur qui ferait les choses à la place des usagers. Ça, c'est très important parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un attrait pour les situations difficiles. Hein. On est quand même polarisé sur certaines situations et ça réveille des choses à l'intérieur de soi et on a envie de partir en guerre ou partir à la défense. Donc, c'est plus subtil que ça. Hein. On va accompagner. Vous savez ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire marcher Le temps à est côté. dépassé. Mais je m'arrête là. Marcher avec, marcher à côté. Donc voilà, l'affaire est belle. Hein. Venez nombreux, on a besoin de vous parce qu'on n'a pas de représentants d'usagers partout. Merci Madame Elso, Myriam. Franchement, on savait que vous étiez expérimentée, que vous êtes passionnée du coup par tout ça. Donc l'appel est vraiment lancé. On recherche continuellement des représentants des usagers. Alors il y a des campagnes régulières. Le mandat de représentant des usagers, par exemple, au sein des établissements, c'est 3 ans. Donc le prochain renouvellement, c'est d'ici l'année prochaine. Mais toujours se rapprocher de France Assos Santé Martinique d'une part, ou Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy d'autre part, pour manifester votre intention de devenir représentant des usagers. Et on insiste aussi sur le fait de l'autre côté de demander, d'encourager la population à être vigilant justement à demander leurs droits, très important, mais aussi à demander où est le représentant des usagers si vous avez une difficulté dans votre parcours de soins au sein de l'établissement. Donc voilà, notre premier rendez-vous touche à sa fin. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. J'espère que ça a pu vous éclairer sur vos droits. Sachez qu'on n'a pas voulu que vous soyez des juristes. Donc, on est à votre disposition des outils pour vous aider au quotidien à être informé sur vos droits, notamment notre plateforme téléphonique Santé Info Droit, où vous pouvez joindre nos juristes comme Anne Souléliac le matin, 8h midi, donc heure locale, heure Antilles, pour les avoir, comme c'est une plateforme nationale sur Paris. Voilà, donc ne pas hésiter à avoir recours. Alors, le numéro de téléphone, si Suzy peut l'afficher rapidement. Et puis, nos délégations aussi sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous orienter vers les bonnes personnes, les représentants des usagers d'un établissement ou encore nos juristes au niveau national. Merci beaucoup. Merci aux intervenants, merci à nos présidents toujours engagés, à notre formatrice, à nos juristes, à Suzy. Est-ce que j'ai tout dit, Suzy? Oui, tu as tout dit, Johanna. Merci beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps d'ouvrir rapidement l'information sur Santé Info Droit, mais je l'ai mis dans le chat à l'instant. Je voulais juste rajouter quand même, en remerciant encore une fois tous nos participants ainsi que nos intervenants, que nous avons été 79 personnes sur ce premier webinaire, cette première webconférence. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, mais j'ai l'impression que oui dans le chat. Et je vous dis, avant de donner la parole à Monsieur le Maître, je vous dis à demain pour ceux qui sont déjà inscrits pour le webinaire de demain. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à le faire. Et Monsieur le Maître, je vous laisse la parole. Sur les droits des aidants. Sur les droits des aidants familiaux, effectivement. Merci, Johanna. Ok, ça marche. Alors, merci Suzy et bravo pour l'intervention. Et je voulais finir parce que je ne sais pas si vous avez vu sur le chat, Véronique Menacci, qui est donc de la Réunion, l'île de la Réunion,
qui met j'arrive en Guadeloupe. Donc, je pense que je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui est absolument génial. Et voilà, quoi. Donc, merci à tous ceux qui sont intervenus. J'ai vu quand même des messages qui étaient hyper intéressants. Donc, Madame Defoy. Qu'ils vont nous contacter. Voilà. Voilà, Madame Defoy. Voilà. Donc, je voulais juste vraiment inviter, enfin remercier, comme Suzy l'a déjà dit, tous nos intervenants, tous nos participants, et puis coucou et évidemment à Véronique. Mais je voudrais également dire aux participants qu'il est important qu'ils reviennent demain et qu'ils reviennent aussi jeudi, parce qu'aujourd'hui, on a présenté de manière générale, on va dire magistrale, les grands droits, mais comme chacun est appelé à être un proche aidant, j'étais en train de revoir encore la loi d'adaptation de la société au vieillissement. On est de toute manière un proche aidant de ses parents, de son frère, de sa sœur, etc. Et là, il y a des droits, il y a des informations qui sont réservées spécialement à cette catégorie d'usagers et en fait qui est pour l'ensemble des usagers puisqu'on est en fait des proches. Donc revenez vraiment demain si aujourd'hui on a brossé très rapidement les grandes lignes et demain et après-demain vous aurez des éléments spécifiques pour la mission de proche aidant que chacun est amené à exercer, qu'ils soient parents, enfants, frères, sœurs, amis et alliés, etc. Voilà ce que je voulais dire en remerciant vraiment nos deux intervenantes et nos présidents et également nos collaboratrices pour cette première. Merci à tous. Merci beaucoup. À demain. À demain. À bientôt, Anne. À bientôt, Myriam. À bientôt. Merci pour tout. Bonne journée à tous. Bonne journée. Surtout bonne fin de journée, parce qu'il est quand même déjà midi. Bon appétit. Bon appétit. Non, bon appétit. Mais comme on est confiné, on ne peut pas aller au restaurant, hein, Jeanne. Voilà. Faut se faire livrer. On va se faire livrer. Bonne fin de journée à Anne, puisque chez elle, il est déjà 18h, effectivement. En tous les cas, bravo à Suzy et bravo à Johanna. Merci Myriam, l'intervention vraiment, vraiment superbe. Anne, que je ne connaissais pas, de France Assos Santé. Mais en tous les cas, franchement, très, très bien. Et c'est là qu'on voit qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus long. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup plus régulier. Régulier, voilà. Plus régulier. Tout à fait d'accord. Merci, Suzy. Voilà, allez, bye bye. J'arrête le chat. Suzy, tu as arrêté le chat, c'est bon? Oui, je l'arrête.